À la fin du XIXe siècle, le romancier et philosophe anglais Lord Edward Bulwer-Lytton, auteur de Zanoni et des Derniers jours de Pompéi, publia un roman d'anticipation intitulé The Coming Race, dans lequel il décrit des êtres souterrains utilisant les pouvoirs et les mystères du vril ou feu vivant. Mais cette énergie existe-t-elle ? Des sages affirment que son pouvoir est infini. Quelle est-elle exactement ? De vieilles traditions la font remonter à la nuit des temps. Edward Bulwer-Lytton, hermétiste, membre de la Societas Rosicruciana in Anglia, était bien informé sur cette force, dont le nom véritable n'est accessible qu'aux seuls initiés. Il s'en servit comme trame pour son livre, après avoir reçu la traduction d'un ancien fragment de texte qui relatait la puissance de cette énergie universelle à laquelle il donna le nom fictif de Vril. Bulwer-Lytton en savait certainement plus qu'il n'en disait, mais compte tenu de sa position philosophique, il se borna à cacher ce secret sous la forme de romans. À peu près à la même époque, en 1873, un inventeur américain de Philadelphie, John Wowell Keely, fit une découverte qui allait ébranler pour un temps le monde scientifique. Il fabriqua dans son atelier de la Motor Keely Company un générateur vibratoire qui produisait une énergie dynamique capable de déplacer des tonnes de matière. Pour expliquer son invention, il comparait la légèreté de l'atmosphère avec celle des flots éthériques qu'il obtenait grâce au procédé qu'il avait élaboré pour rompre les molécules de l'air au moyen de vibrations. L'explication qu'il donne de sa découverte se rapproche de manière stupéfiante de ce que présente l'enseignement hermétique au sujet des forces universelles. Le moteur de Keely ouvrait la porte à de troublantes perspectives. Quand il fit part de son invention à ses actionnaires, ceux-ci placèrent un espion dans son atelier afin de découvrir son secret. Après 6 mois d'investigation, il déclara à Keely qu'il était parvenu à comprendre le fonctionnement de la machine. Alors que l'inventeur manipulait la manette servant à donner ou à arrêter la force dans la machine qui faisait des prouesses, son assistant espion lui demanda à son tour d'actionner lui-même le moteur. Il tourna la manette, mais rien ne se passa. « Laissez-moi vous le voir faire, dit-il à Keely. Celui-ci accepta, et la machine se mit immédiatement en mouvement. L'homme renouvela sa tentative, mais sans succès. Amusé, Keely lui mit alors la main sur l'épaule et lui dit d'essayer encore. Il le fit, et cela eut pour résultat la production instantanée du magnifique courant. Que se passa-t-il ? Pourquoi Keely fut-il le seul à pouvoir manipuler cette force extraordinaire ? En fait, il avait par son génie ouvert une porte sur une science du futur et il était le seul à pouvoir l'utiliser dans le cadre de ses travaux. Cette force, c'était le vril de Bulwer-Lytton, une puissance incroyable qui peut produire le meilleur comme le pire, une force quasi miraculeuse aux yeux de tous. En fait, Keely ne comprenait pas exactement ce qu'il avait découvert. Il était un magicien né sans le savoir. En somme, sa machine qui faisait des prouesses aurait pu en faire de plus grandes encore et ne pouvait fonctionner que grâce à sa capacité psychique personnelle. C'est pourquoi
personne d'autre que lui ne pouvait la mettre en action. On le traita alors de charlatan. Killy avait donc réussi pour la première fois depuis bien longtemps à capter la force du vril à travers un appareil mécanique. Lui seul, et d'autres s'il avait eu ses capacités, pouvaient le faire, et ainsi avoir accès à une puissance phénoménale comme il l'avait lui-même pressenti. Sa machine captait le vril, mais pour que cette force se manifestât, il faut une personne dotée d'une forte puissance psychique. Il mourut en novembre 1898. Ses documents furent donnés au comte écossais Van Rosen et sont depuis 1912 à Stockholm. On n'entendit plus jamais parler de Killy. Si l'on se penche sur l'histoire cachée ou censurée, si l'on ouvre des textes anciens, on s'aperçoit que cette découverte de Killy, ce vril si mystérieux, s'il avait pu poursuivre ses recherches, aurait pu réduire une armée entière en atomes en l'espace de quelques secondes. Cette force est connue depuis des temps immémoriaux. Elle est aujourd'hui cachée pour un temps encore, car quiconque la posséderait serait en mesure de faire des miracles, mais aussi des calamités. Dans l'Antiquité, le vril était nommé de plusieurs façons. On l'appelait le feu de Zoroastre chez les Babyloniens, les étincelles brillantes de la coiffure des Dioscures, le caducée de Mercure chez les Grecs et les Romains, la lampe allumée d'Abraham, le buisson ardent de Moïse, cette présence de feu qui ne se consumait pas d'après les textes. Dans le Vishnu Purana, dans l'Ashtravidya et dans le Ramayana, cette force était utilisée car connue et manipulée. Il est dit qu'elle fut envoyée du haut d'un Anirata, c'est-à-dire un vaisseau de feu volant, vers une armée de 100 000 hommes et éléphants qui furent réduits en poussière. Il est fait aussi mention de Kalipa, dont le regard transforma les 60 000 fils du roi Sagara en un monceau de cendres, comme je le mentionne dans mon livre Le Choix Atlante. Ces ouvrages parlent d'une période qui se situe lors du fameux conflit Atlante. Pourtant, c'est sur cette même Atlantide, bien avant ce conflit, que l'on pouvait librement utiliser le vril sans aucun esprit guerrier ou égoïste. On l'appelait le feu de Ptah, et les enfants atlantes jouaient même avec les mystères de cette force extraordinaire. Cette énergie fut perçue par le physicien Faraday, mais c'est plus tard qu'un autre scientifique repartit sur cette idée d'énergie libre et traversa la première partie du XXe siècle en bousculant de nombreuses théories scientifiques, attirant ainsi de pénibles épreuves. Il s'agit bien sûr de Nikola Tesla, ingénieur d'origine serbe qui vint s'installer aux États-Unis en 1884. Tesla fut à l'origine de nombreuses inventions. On lui doit le courant électrique alternatif, la radio, le tube fluorescent, etc. Il fut prix Nobel de physique, titulaire de nombreux doctorats décernés par des universités du monde entier, et il maîtrisait 8 langues. À partir de ses travaux, on découvrit la télévision, la robotique et même l'Internet. Il déposa ainsi plus de 700 brevets dont la plupart furent repris au compte de Thomas Edison. Tesla fut un génie à l'intelligence fulgurante. Il était doué d'un pouvoir de visualisation extraordinaire. Il pouvait voir ses inventions sur son écran mental avec une précision remarquable,
à tel point qu'il était capable de démontrer comment l'énergie pouvait se déplacer. Les solutions à ces problèmes lui venaient en rêve et de façon précise. Il s'intéressait aussi à la philosophie védantine ainsi qu'au bouddhisme et avait une vision synthétique de l'univers tout autant qu'une approche spiritualiste de la science. Cet homme était trop en avance sur son temps. Il savait que certaines expériences et découvertes ne pouvaient être données à tous les gouvernements sous peine d'en tirer des profits égoïstes pour l'asservissement des peuples. C'est pourquoi il refusa toujours de céder certains renseignements à un seul État afin de ne pas provoquer de suprématie en matière d'armement. Ses travaux sur le courant électrique alternatif furent extraordinaires. Il toucha de très près l'énergie du vril sans exactement la maîtriser. Ne possédant pas les mêmes pouvoirs naturels que Kili, il mit toute son intelligence au service de la science pure. De tout cela se dégagèrent des découvertes extraordinaires et d'une puissance inégalée jusqu'alors, à tel point qu'une grande partie du corps scientifique se retourna contre lui en le traitant de déséquilibré. Mais Tesla, sous son apparence provocatrice, essayait de faire avancer les choses et de donner au monde des moyens nouveaux pour plus de partage et plus de bénéfices pour tous les êtres humains. C'est ainsi qu'il travaillait à l'obtention d'une énergie illimitée pouvant subvenir aux besoins de tout individu, en se basant pour cela sur le principe de la résonance Schumann. Il ne parvint malheureusement pas à ses fins en raison des nombreux obstacles que de grandes compagnies financières lui opposèrent. Tesla mourut pauvrement dans l'oubli dans une chambre d'hôtel à New York. Il fut un génie, dont certaines découvertes furent détournées pour alimenter des desseins beaucoup plus sombres. Il donna quelques-uns de ses travaux à différents gouvernements de la planète, et l'on dit même qu'il fut le père involontaire du projet HAARP. Il ne travailla pas directement avec le vril, mais toucha de très près à ces énergies multiples qui font partie du feu vivant de l'univers. C'est durant cette période que des groupes très orientés s'intéressèrent particulièrement à cette énergie fantastique. Les nazis, dans les années 1920, en créant la Vril-Gesellschaft, ou Société du Vril, ou Loge lumineuse antichambre de l'ordre noir de Thulé, avait pour but d'asservir l'humanité. Hitler, à la demande de la Société de Thulé, fit travailler ses ingénieurs sur les perspectives militaires que pouvaient apporter des engins de propulsion en forme de soucoupe volante et d'armements dotés du pouvoir du vril. La société du même nom plantait ses racines dans les pratiques d'un groupe tibétain qui suivit Hitler tout au long de la guerre, les Bonpo, aussi noir qu'est lumineux le véritable bouddhisme. Les membres de l'ordre allaient recueillir par leur intermédiaire les enseignements de ces Tibétains voués au mal dans les lointaines contrées du Tibet, tant il est vrai que les ténèbres trouvent toujours domicile près de la lumière, et particulièrement près du grand centre de l'Himalaya. C'est par l'intermédiaire de ces Tibétains que les nazis recherchèrent, avec une détermination farouche, l'énergie du vril et ses mystères si convoités. Fort heureusement, ils ne parvinrent pas à leur but, car les maîtres de sagesse contrecarrèrent une fois de plus leur plan maléfique. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes se demandent ce qu'est cette force extraordinaire si mystérieuse. Le vril est une énergie liée directement à ce que l'enseignement hermétique appelle le foat, qui est l'essence de l'électricité cosmique, la lumière astrale ou primordiale,
le pouvoir incessant, destructeur et formateur, la force vitale, motrice, universelle. De cette force, nous n'en percevons que de faibles effets dans notre monde, bien qu'elle existe dans la structure septénaire de l'être humain. Mais lorsque cette énergie est exploitée chez un individu, elle devient un pouvoir infini qui peut devenir effrayant selon l'utilisation que l'on peut en faire. La connaissance des septuples forces de chaque plan de l'évolution d'un être humain donnerait la clé qui permet d'accéder à des capacités impressionnantes. Pour cette raison, la hiérarchie planétaire des maîtres de sagesse veille à l'occultation de certains enseignements jugés trop dangereux dans l'état actuel de l'évolution humaine. Ces énergies, ces feux, doivent être compris comme des entités particulièrement puissantes et directement issues de la source primordiale. Fohat ou Vril est le feu vivant qui agit sur les forces cosmiques, humaines et terrestres, qui exerce son influence sur tous les plans. Dans notre dimension terrestre, son influence se fait sentir par la force magnétique active que nous connaissons. Sur le plan spirituel, il préside à la formation de toute chose, de la création d'un monde stellaire à la création d'une simple fleur. C'est le fluide électrique vital. Il est derrière toutes les manifestations que nous appelons lumière, chaleur, son, cohésion, etc. Il est l'esprit de l'électricité qui est la vie de l'univers. En fait, chaque chose, chaque monde a son Fohat qui est omniprésent dans sa propre sphère d'action. Mais il y a autant de Fohat qu'il y a de mondes, et chacun d'eux varie en fonction et en degré de manifestation. Les Fohats individuels font un Fohat universel et collectif. Cette énergie primordiale se manifeste sur les 7 plans de l'être et chacun peut reconnaître en lui-même cette force électrique à travers le système nerveux dans le corps humain, mais il s'agit là d'une expression très faible de ce pouvoir qui, s'il était connu et maîtrisé, permettrait de faire des prodiges. Ces énergies sont connues pour la plupart. La mieux expliquée est ce que l'on appelle le feu de Saint-Elme, que les marins connaissent très bien quand il se manifeste comme un feu crépitant au sommet des mâts des navires. Si une pareille force était connue de tous, l'humanité s'exposerait au pire danger. Un être humain utilisant le vril sans conscience pourrait détruire une armée entière par sa propre volonté, voire pire. Une fois de plus, seule la conscience peut permettre à l'humanité de se hisser au rang des dieux et de découvrir les merveilles que l'univers est prêt à nous offrir. Tant que les êtres humains dégraderont leurs frères et la nature en général, tant que l'altruisme ne sera pas compris dans son essence même, tant que des êtres souffriront à cause d'autres êtres, tant que la haine et la violence ne seront pas noyées dans le torrent de l'histoire, tant que l'homme ne se verra pas comme un point divin uni à d'autres points de conscience, alors la force du vril restera muette pendant très longtemps encore.